Au centre de l'actuelle Italie, dans la haute antiquité, les Étrusques ont développé une civilisation brillante tout à fait unique. Mais ce peuple qui aimait les plaisirs de la vie a disparu en laissant très peu de traces. Qui était-il? Et d'où venait-il? Ces questions taraudaient déjà les Romains et les Grecs. En 1870, un archéologue autodidacte du nom d'Isidoro Falchi est sur le point de découvrir la dernière cité étrusque encore ensevelie. Mais le service archéologique de l'administration italienne va lui mettre des bâtons dans les roues durant de longues années. Pourtant, aujourd'hui encore, les découvertes d'Isidoro Falchi éclairent l'archéologie moderne sur la piste des Étrusques. Ce peuple mystérieux qui a disparu sans un bruit, comme il était apparu il y a quelques 3000 ans. L'Empire romain fut le dernier grand empire de l'Antiquité. Rome, la ville éternelle, est le legs des Romains à la postérité, la marque indéfectible de leur grandeur. Or, la plupart des livres d'histoire oublient un détail. Sans les Étrusques, Rome n'aurait jamais été ce qu'elle est. Mais qui était ce peuple mystérieux antérieur aux Romains? À Rome, toute trace de leur civilisation a disparu, sauf une. C'est la Cloaca Maxima, le grand égout de la ville, qui débouche sur le Tibre. Il assèche les marais qui véhiculent de nombreuses maladies et sur lesquels la ville est bâtie. Le tout premier égout n'a pas été construit par les Romains. Il est l'œuvre d'un peuple ingénieux qui, vers 800 avant notre ère, pose les fondations de ce qui deviendra plus tard la capitale des Romains. Ce peuple, ce sont les Étrusques. Leur civilisation est considérée aujourd'hui comme l'une des plus brillantes de la haute antiquité. Elle n'a rien à envier aux civilisations grecques ou égyptiennes. Les Étrusques pratiquaient la divination. Ils lisaient l'avenir soit dans les viscères des animaux sacrifiés, soit dans la foudre. C'est ainsi qu'ils ont eux-mêmes prédit la fin de leur civilisation, qu'ils croyaient destinée à sombrer dans l'oubli au bout d'un millénaire. De fait, il ne reste aujourd'hui que très peu de traces de ce peuple sur sa terre, en Toscane. Au XIXe siècle, on ne sait encore presque rien des Étrusques. Ils n'en sont que plus fascinants pour les archéologues amateurs comme Isidoro Falchi, qui va leur consacrer toute sa vie. En 1870, Isidoro Falchi est l'un des rares à tenter de remonter la maigre piste qu'ils ont laissée. Mais dans le monde de l'archéologie, c'est un outsider. Il gagne sa vie comme médecin dans la petite ville de Campiglia Marittima, en Toscane, où il est également conseiller municipal. D'après le registre, cette ligne correspond effectivement à la séparation entre vos deux champs. C'est ça. Isidoro Falchi rêve de se consacrer entièrement à l'archéologie. Mais ses nombreuses fonctions accaparent une bonne partie de son temps. Aujourd'hui, par exemple, il doit arbitrer un litige foncier. Dottore, notre champ est toujours allé jusqu'à la rivière. Tu oublies ce que dit le registre. Dottore, écoutez, Monsieur le registre... Signorie, écoutez, ici c'est Del Piero, de l'autre côté c'est Rotelli. Mais non, absolument d'accord. Écoutez-moi, Dottore, vos documents sont faux. La limite est plus basse. Oh le là, tien de mon Franck, à qui père, tu veux faire et croire lui-même ça? le tien de son J'ai père. l'impression d'entendre ton frère. Tu vas convoquer Laisse-moi tes pas aïeux tranquille. aussi pour mieux faire avaler ta couleuvre Dottore? Mais il est pas si naïf. Ça alors. Cette pièce,
À mon avis, ce n'est pas une pièce romaine. J'ai déjà vu ça. Je pense que ça pourrait être étrusque. Isidoro Falchi a déjà trouvé de nombreux fragments de poterie dans ce champ situé près de chez lui. Et il l'a trouvé dans mon champ. Dans ton champ. Dottore, Mais où vous allez? Bah- Vas-y, déplace la corde si tu veux. Mais moi, je te jure que la limite est là. D'après les auteurs grecs et romains, au VIe siècle avant Jésus-Christ, la Ligue étrusque comptait 12 cités-États. Or, en 1881, on n'en a retrouvé que 11. Il manque encore Vetulonia, qu'on situe dans les environs de Campiglia Maritima, où vit Isidoro Falchi. Bonjour mesdames, messieurs. Aujourd'hui, ces patients devront attendre. Car si l'inscription sur la pièce est bien en étrusque, Isidoro Falchi tient peut-être la piste de Vetulonia. À son époque, l'alphabet étrusque est déjà connu. Il ressemble à l'alphabet latin qui domine aujourd'hui en Europe. Et pour cause. Les Romains ont emprunté leur alphabet aux Étrusques. Il y a tout de même une différence notable entre les deux. Les Étrusques écrivaient de droite à gauche. Depuis des décennies déjà, le service archéologique de l'administration italienne tente de localiser Vetulonia, en vain. L'inscription gravée est bien en étrusque. On lit de droite à gauche F-A-T-L. C'est l'abréviation de Fatluna ou Vetulonia. De nombreux patients ont offert à Isidoro Falchi des pièces anciennes qu'ils ont trouvées dans la région. Mais c'est sa toute première pièce étrusque. Quelle merveille. Pour l'étruscologue Simona Raffanelli, Isidoro Falchi est un pionnier dont les travaux restent incontournables. Isidoro Falchi croyait vraiment à ce qu'il faisait. Je l'admire pour cela. Comme le grand archéologue allemand Schliemann, il était convaincu que ses hypothèses étaient justes. C'est une vraie force. Aujourd'hui encore, la reconstitution des cités étrusques est un puzzle dont il manque de nombreuses pièces. Seuls les édifices en pierre ont survécu à l'épreuve du temps. Par exemple, la nécropole de la cité antique de Caere, l'actuelle Cerveteri. On connaît aussi les Vie Cave, ces passages de 20 mètres de haut, taillés il y a 2000 ans dans une roche de faible densité nommée tuf. Mais on ignore toujours à quoi ils servaient. Ils nécessitaient trop de travail pour être de simples voies de passage. Ils étaient peut-être destinés aux dieux. Interpréter les signes divins était l'apanage des prêtres. Ils lisaient les messages des dieux dans la foudre, la course d'un oiseau, les viscères d'un animal. Mais une fois par an, le peuple tout entier se rassemblait en un lieu saint pour sacrifier aux dieux et trancher les questions importantes. Les archéologues recherchent ce lieu depuis longtemps. Malheureusement, plus rien n'indique son emplacement. Une découverte récente dans le village d'Orvieto, en Ombrie, n'en est que plus sensationnelle. À la croisée des cités étrusques, des archéologues italiens ont découvert des vestiges qui pourraient bien appartenir au temple du dieu Voltumna, le Fanum Voltumnae, autrement dit,
le grand sanctuaire des Étrusques. L'Étrurie, le pays des Étrusques, n'était ni un État, ni un empire, mais une ligue de 12 cités. La découverte du Fanum Voltumnae serait riche en enseignements sur le fonctionnement politique de cette ligue. L'historien romain Tite Live rapporte que les grandes décisions politiques étaient prises au Fanum Voltumnae. Il décrit également les cérémonies religieuses, les foires, les pièces de théâtre et les compétitions sportives qui se déroulaient dans ce qui était le grand sanctuaire des Étrusques. Le Fanum Voltumnae est un peu le saint Graal des étruscologues. Les savants de la Renaissance le cherchaient déjà à Orvieto. Mais personne n'a encore pu le localiser avec certitude. Une chose est sûre, les 2 hôtels que l'équipe italienne vient de mettre au jour sont tout à fait uniques en Toscane. On sait que les Étrusques faisaient des offrandes à Voltumna, le dieu suprême de leur panthéon. Par ces offrandes, ils espéraient pouvoir repousser la mort de 10 ans. Alba Frascarelli n'a pas encore découvert d'inscription à l'entrée du site d'Orvieto. Cela ne l'inquiète pas outre mesure. Tite Live mentionne le Fanum à plusieurs reprises, mais sans jamais indiquer où il se situe. C'est peut-être parce que le lieu était tellement connu des Étrusques et des Romains qu'il était inutile de préciser où il était. C'est comme par exemple le Colisée aujourd'hui. Tout le monde sait qu'il est à Rome, c'est inutile de le dire. Tout ce qui pourrait permettre d'identifier le site comme étant le grand sanctuaire des Étrusques est mis de côté. L'indice le plus éloquent a été exhumé à l'été 2008. Il s'agit d'un fragment de poterie portant l'inscription Appas, qui signifie père en étrusque. C'est peut-être une référence à Voltumna. C'est également une inscription qui a mené Isidoro Falchi à Vetulonia. Alors, ça vous a plu? Un café? Profitant d'un week-end pour sillonner la région, il fait une halte dans le village de Colonna di Buriano. Merci. Dites-moi, aubergiste. Oui. Vous avez déjà vu une pièce comme celle-ci? Ça a de la valeur? Oui. Non. Enfin, ça dépend. La valeur de cette pièce n'est pas celle que vous pensez. J'avoue qu'elle n'a pas un intérêt matériel, mais historique. Ah, oui. Ça n'a aucune valeur. Écoutez, il faut pas essayer de me berner. Un chasseur de trésors comme vous sait parfaitement que c'est une pièce de monnaie romaine. Et vous pourriez avoir une récompense pour ça, des autorités. Mais pourquoi dites-vous donc que cette pièce est romaine? Ne me prenez pas pour un imbécile. Il y a des lettres romaines gravées sur cette pièce. On voit exactement les mêmes sur le mur à l'entrée du village. Il y a un mur? À l'entrée du village? Oui, avec ça, là, écrit dessus. Oh, mais ne vous affolez pas. On n'a jamais vu de pièces anciennes là-bas. Il n'y a que des pierres. Et un chasseur de trésors comme vous ne s'intéresse pas aux vieilles pierres. Hé! Hé! Mon addition!
Colonna di Buriano est l'un des nombreux villages de Toscane bâtis sur des ruines romaines au Moyen Âge. Isidoro Falchi connaît bien l'architecture étrusque, caractérisée par l'utilisation de très grandes pierres de taille. Ce mur pourrait très bien être un mur étrusque. Et voilà, dans la niche, l'inscription dont parlait l'aubergiste. Ces lettres ressemblent à celles gravées sur la pièce de monnaie. Isidoro Falchi comprend alors que Colonna di Buriano ne s'est pas toujours appelé ainsi. Non, ce n'est sûrement pas une coïncidence. C'est Vetulonia. Isidoro Falchi a découvert ces inscriptions étrusques il y a plus de 130 ans. Aujourd'hui, on sait lire l'étrusque parce qu'il s'écrit dans un alphabet grec adapté aux particularités de la langue. Mais on ne comprend toujours pas les textes les plus longs. L'étrusque est en effet une langue isolée sur un continent dominé par les langues indo-européennes. En 1884, une stèle est découverte sur l'île grecque de Lemnos, dans la mer Égée. Vieille de 2700 ans, elle porte une inscription en langue étrusque dans un alphabet légèrement différent de celui qu'on connaissait jusqu'alors. Cette stèle va le débat millénaire sur l'origine des Étrusques. Les auteurs de l'Antiquité spéculaient déjà sur la question. Les Étrusques étaient-ils italiens? Ou venaient-ils peut-être de Troie? Ou même de Perse? Leur art singulier et raffiné évoque en effet l'Orient. Alberto Piazza, de l'université de Turin, tente de résoudre la grande énigme de l'origine des Étrusques. Comme Isidoro Falchi, il n'est pas archéologue de formation. Il est généticien. Il est très difficile de trancher cette énigme uniquement sur la base des données archéologiques. Il faut rester ouvert à toutes les hypothèses, même les plus étonnantes. La biologie moléculaire, en particulier, fournit des hypothèses qu'il est intéressant d'étudier, dans tous les cas. Au début des années 1980, lors d'une étude sur le patrimoine génétique des Italiens, Alberto Piazza a découvert des écarts très nets entre le génome des Toscans et celui du reste du pays. Or, la Toscane était la terre des Étrusques. Alberto Piazza a alors sélectionné 3 villages au sud de Sienne, où la probabilité de trouver des racines étrusques est importante. À Volterra, par exemple, où une porte construite par les Étrusques est encore visible. Volterra est particulièrement intéressante. D'une part, la ville a joué un rôle majeur dans l'histoire de l'Étrurie et des Étrusques, un rôle bien connu des historiens. Et d'autre part, comme elle est assez isolée, les échantillons génétiques sont pertinents pour une étude archéologique. Alberto Piazza s'est concentré sur l'analyse de l'ADN du chromosome Y, autrement dit sur la filiation paternelle. Il a retenu les hommes dont la famille vit à Volterra depuis 3 générations au moins et dont le nom n'apparaît que dans la région.
Puis il a entrepris de comparer leur ADN avec celui des populations de toute l'Europe. Cela lui a pris 20 ans, mais il a enfin les résultats. Alors, les Étrusques étaient-ils italiens ou sont-ils venus d'ailleurs? À la fin du XIXe siècle, personne ne peut croire que les Étrusques avaient été supérieurs aux Romains en quoi que ce soit, surtout si c'est un médecin de campagne qui l'affirme. Pour la plupart des archéologues, et en particulier ceux du service archéologique de l'administration, seul compte Rome. Isidoro Falchi n'est pas du même avis. S'il pouvait découvrir d'autres vestiges étrusques à Colonna di Buriano, cela étayerait sa thèse. Mais pour cela, il lui faut une autorisation de fouille. Impatient de se mettre au travail, il va déposer sa demande en main propre au service archéologique de Florence. Ça fait déjà 4 heures que j'attends. Mon train part dans 1 heure. Expliquez-moi donc une chose, monsieur, s'il vous plaît. En effet, je me demande ce qu'un dottore medico de... Compilia Marittima. C'est ça, de Compilia Marittima. Bref, pourquoi donc un médecin de campagne comme vous vient-il au service archéologique? Vous le constatez. Le superintendant est très pris par la sauvegarde du patrimoine de Rome. Alors, vous n'avez pas compris. J'ai fait une très grande découverte. J'ai trouvé la Vetulogna étrusque. Ah, bravo. Vraiment, quelle grande nouvelle vous m'annoncez. Comme tous les archéologues du dimanche qui viennent nous voir. Comme je ne suis pas un archéologue du dimanche, je n'ai pas voulu transporter mes pièces, sinon même vous auriez tout de suite compris. Seulement, savez-vous au moins de quoi je parle? Je perds mon temps. Au revoir, oui. À l'époque, l'archéologie italienne est aux mains de l'aristocratie. Il n'y a pas de place pour des gens comme Isidoro Falchi. Même aujourd'hui, il est difficile de se faire entendre quand on n'est pas chercheur ou archéologue de profession. Isidoro Falchi a sûrement rencontré beaucoup de difficultés, du simple fait qu'il était médecin. Être un pionnier n'a jamais été facile. Alberto Piazza aussi s'est heurté au scepticisme des archéologues officiels. En 2007, il a achevé l'analyse de 15 000 séquences génétiques. Le résultat de son étude montre que le groupe des hommes de Volterra et des autres villages étrusques présente beaucoup de ressemblances avec une population vivant tout près de l'île de Lemnos, dans l'ancienne Lydie, en Asie mineure. Autrement dit, l'historien grec Hérodote avait sans doute raison lorsqu'il écrivait au 5e siècle avant notre ère « Toute la Lydie fut affligée d'une grande famine. Les Lydiens partirent à la recherche d'une terre qui pût les nourrir, jusqu'au jour où ils arrivèrent en Ombrie. » La controverse est-elle enfin tranchée? C'est une controverse très ancienne. Denis d'Halicarnasse pensait que les Étrusques étaient italiens, alors qu'Hérodote croyait qu'ils venaient d'Asie mineure. Il est difficile de se faire une opinion sur la base de textes aussi anciens, qui sont peut-être des mythes.
Mais on pense qu'Hérodote avait raison. Il manque donc encore la preuve ultime. Quoi qu'il en soit, tous les historiens s'entendent sur un point. Les Étrusques étaient un peuple à part. Leur architecture et surtout leur mode de vie étaient différents de ceux des peuples voisins. Les archéologues ont pu se faire une idée de l'aménagement intérieur des habitations étrusques grâce aux tombes. Leur dernière demeure était en effet aménagée comme leur maison. Dans la tombe dite des reliefs, à Cerveteri, on peut voir tous les objets usuels d'un haut dignitaire étrusque. Même son lit et celui de son épouse et de leurs enfants ont été sculptés dans la pierre. Les Étrusques dormaient visiblement avec un oreiller. Comme dans l'Égypte antique, le défunt ne devait manquer de rien dans l'autre monde. La chambre donne sur la pièce de vie. Les Étrusques ont le goût du luxe et jouissent des plaisirs de la vie. C'est en tout cas la réputation qu'ils ont auprès de leurs voisins. Les Grecs et les Romains jugeaient leur mode de vie scandaleux. D'après l'historien grec Théopompe, ils célébraient tellement d'orgies qu'aucun d'eux ne pouvait être sûr de sa filiation. La thèse d'un peuple lascif perdure jusqu'à aujourd'hui. La tombe dite de la fustigation, redécouverte à Tarquinia en 1960, semble la confirmer. Mais qu'en était-il vraiment? C'est difficile à dire, car les Étrusques ont laissé très peu de textes. Les archéologues doivent se contenter d'interpréter leurs fresques. À Tarquinia, une soixantaine de tombes sont ornées de peintures murales. Mais après s'être conservées durant des siècles, elles se dégradent maintenant rapidement en raison de l'humidité. Cornelia Weber-Lehmann a consacré plusieurs années à étudier ces fresques. Pour garder la trace de ces tableaux qui sont déjà très estompés, on les décalque sur un transparent. C'est très difficile de déchiffrer ces fragments de tableaux, ces drôles de rébus, surtout dans les tombes où on ne voit quasiment plus rien. Cornelia Weber-Lehmann est tout de même parvenue à montrer une chose. Les peuples rivaux des Étrusques, Grecs et Romains, ont isolé certains traits de leur culture pour mieux les discréditer. La plupart des fresques étrusques montrent en effet des hommes et des femmes tranquillement attablés. Aujourd'hui, on interprète ces fresques très différemment. On y voit une réunion matrimoniale empreinte d'érotisme, mais aussi de douceur, qui avait pour principale fonction de maintenir l'unité de la famille étrusque et de renforcer le clan. Les femmes étrusques sont des femmes libres. Elles disposent de leur propre fortune et possessions, alors que leurs voisines romaines sont sous la tutelle de leur époux. Les Étrusques sont une société étonnamment moderne qui sait jouir des plaisirs de la vie. S'ils suscitent la jalousie des Romains, c'est surtout parce qu'ils les devancent dans presque tous les domaines. Même au bout de 30 années d'études, Cornelia Weber-Lehmann continue de faire des découvertes surprenantes qui la récompensent largement des nombreuses heures passées dans les tombes humides. Cette scène de festivité date d'environ 490 avant Jésus-Christ. C'est la plus ancienne représentation d'un banquet qu'on connaisse. Elle nous fournit des indications sur les usages au sein de l'aristocratie étrusque.
Un garçon en tunique blanche s'avance vers la table pour servir les mets. Sous la table, on voit des jarres posées dans des coupes. Elles servaient sans doute à se laver les mains avant de passer à table. Cette reconstitution apporte un énorme plus pour les historiens. Il y a 130 ans, les tombes étaient déjà une mine d'informations pour comprendre la civilisation étrusque. Andrea, viens. Ce soir, Isidoro Falchi espère faire bonne pêche. Conscient qu'il n'obtiendra jamais d'autorisation de fouille, il se prépare à faire une entorse à ses principes. Allume les lampes. Il ne peut faire confiance à personne, hormis son fils. Le pan de mur qu'il a découvert près de la petite ville de Colonna di Buriano pourrait être le mur extérieur d'une tombe étrusque. Cette nuit, il va tenter de s'y introduire. Je passe devant. Attends-moi ici. Il espère y faire une découverte importante qui forcera la main du service archéologique. S'il a de la chance, la tombe est intacte et contient peut-être même des vestiges d'une grande valeur archéologique. Mais si elle a déjà reçu des visiteurs indélicats, il risque de faire chou blanc. Andrea, par ici. Apporte les 2 mallettes. À première vue, la sépulture est intacte. Isidoro Falchi a beaucoup de chance, car la plupart des tombes étrusques ont été pillées dès l'Antiquité. Mon fils, donne-moi le pinceau. Les Étrusques exposaient leurs parures mortuaires sur des tables en bois. Le bois s'est décomposé depuis longtemps, mais quelques objets ont été préservés. D'après toi, qu'est-ce que c'est? Une arme. Une hache, je dirais. Oui. Mais elle a une particularité. Elle est en fer. C'est visiblement la tombe d'un haut dignitaire. Isidoro Falchi a en effet découvert un casque en fer gisant encore sur le lit mortuaire après plus de 2500 ans. La découverte d'un accessoire mortuaire en aussi bon état reste tout à fait exceptionnelle. Isidoro Falchi en a conscience. Avec une pareille trouvaille, il est sûr de convaincre les autorités. Car une tombe de cette importance se trouve forcément à proximité d'une grande cité. Et celle-ci pourrait bien être Vetulonia. Je crois que... je tiens enfin mon autorisation de fouille. Les artefacts découverts par Isidoro Falchi montrent l'immense savoir-faire des Étrusques. Les armes et autres objets qu'ils forgent sont de si bonne qualité qu'ils se vendent bien au-delà des frontières de l'Étrurie. Peu à peu, leur prospérité augmente et ils bâtissent de nouvelles cités. À partir du VIe siècle avant notre ère, le territoire étrusque s'étend de la plaine du Pô à la Campanie. Les archéologues se sont longtemps demandé si la métallurgie avait joué un rôle central dans cet essor, et si oui, où étaient les forges? L'une des pistes mène à Populonia, en face de l'île d'Elbe. Les Étrusques étaient un peuple de marins, mais Populonia était leur seule cité sur la mer. Aujourd'hui, il n'y a plus trace de la ville antique dans le golfe de Barati. Mais il reste d'innombrables vestiges d'une activité métallurgique ancienne. Les scories des forges antiques se sont amoncelées en une couche d'1 mètre de haut qui a longtemps empêché toute fouille archéologique.
En 1910, une société minière se met en tête d'exploiter cette couche de scorie. Plus les mineurs creusent, plus ils découvrent de tombes. Les archéologues qui accourent tentent de sauver ce qu'ils peuvent. Ça a été une course contre la montre. La société minière ne voulait évidemment pas perdre de temps. Les archéologues et l'administration cherchaient au contraire à en gagner. Ils savaient qu'ils ne pourraient pas arrêter l'exploitation, mais ils voulaient sauver le plus de choses possible. Ils parviennent notamment à sauver plusieurs tombes étrusques très impressionnantes. Les scories qui les recouvraient hermétiquement les ont doublement protégées. De l'épreuve du temps, mais aussi des pillards. Des tombes en forme de tambour de 40 mètres de diamètre sont mises au jour. Ce sont les sépultures des aristocrates de Populonia qui ont fait fortune dans les métaux. Mais les archéologues du début du XXe siècle ne trouvent aucune trace des ateliers de métallurgie. Ce n'est que très récemment qu'on a enfin découvert les forges et les fonderies, en surplomb de la côte. Les vestiges trouvés derrière ces murs indiquent une intense activité métallurgique. L'équipe de Silvia Guideri étudie les scories du site depuis 5 ans déjà. Elle savait que les Étrusques travaillaient beaucoup le fer, mais elle n'imaginait pas à quel point. Ils ont fondu quelques 2,5 millions de tonnes de minerai de fer, dont ils ont tiré environ 700 000 tonnes de fer. Ce sont des chiffres vraiment très impressionnants. Dans l'Antiquité, le pittoresque golfe de Barati est donc le plus grand centre de métallurgie de toute la Méditerranée. Les nuages de suie émanant des centaines de fourneaux devaient obscurcir le ciel. Les Étrusques sont les seigneurs du fer. Mais en 2 siècles, le golfe disparaît sous 1 million de mètres cubes de scories noires qui vont tout recouvrir durant 2500 ans, y compris les tombes. Les Étrusques doivent trouver un autre endroit pour leur mort. Ils font alors de nécessité vertu et transforment les carrières qui surplombent Populonia en cimetières pour l'aristocratie. Comparées aux grandes sépultures de la côte, ces niches étroites offrent peu de place. Mais désormais, le bien-être des morts passe après les intérêts économiques des vivants. Populonia devient la plaque tournante du commerce étrusque. Le métal est exporté dans toute la Méditerranée. Les Phéniciens et les Grecs surtout l'échangent contre de la céramique. Pour les archéologues, la présence de céramique grecque dans une tombe étrusque est d'ailleurs un signe de richesse. Après son expédition de nuit, Isidoro Falchi ne cesse de découvrir de nouvelles tombes. Le service archéologique ne pouvait plus ignorer ses travaux et lui a accordé une autorisation de fouille. Il met au jour de nombreux objets en fer et des céramiques, ainsi qu'une fibule en or dont se servaient les riches Étrusques pour fermer leurs vêtements. C'est un joyau dont son fils est très fier. Voyons vos merveilles. Une fois par semaine, le service archéologique de Florence vient inspecter le chantier de fouilles et rafle les plus belles pièces.
Mais le superintendant reste sceptique. Très intéressant. Il ne croit pas qu'Isidoro Falchi ait découvert Vetulonia. Tout ce que vous avez découvert ici est vraiment magnifique. Ça va bien rendre dans mon cher musée. Mais où est donc cette cité étrusque? Sont-ce bien là vos preuves de Vetulonia? Ce caveau ne prouve rien du tout. Non. Est-ce que vous avez le mur d'un édifice ou une chaussée, quelque chose de tangible? Peut-être que j'ai ça. Oui. Suivez-moi. Venez. Andrea? Tant qu'Isidoro Falchi n'aura pas prouvé que le site est bien Vetulonia, les fonctionnaires du service archéologique continueront de le prendre pour un simple amateur qui a eu de la chance. Mais Isidoro Falchi ne leur a pas encore tout montré. Il a fait creuser au-dessus des tombes. Et c'est ainsi qu'il a découvert un mur ayant clairement appartenu à une cité. Poussez-vous. Pour la première fois, les deux fonctionnaires restent sans voix. Mais pas longtemps. Venite, Falchi. C'est pour la photo, venez près de moi. Le superintendant change d'attitude. Sait-on jamais? Même s'il n'y croit pas beaucoup, cette découverte pourrait se révéler importante. Avec ce qu'il nous fait. Mais est-ce bien Vetulonia? L'avenir nous le dira. Oui. En effet. L'avenir nous le dira. Pour une fois, vous avez raison. Tout ça, c'est que des bêtises. Oh bah ça oui, alors. Isidoro Falchi a pu continuer ses fouilles et mettre finalement au jour des quartiers entiers de Vetulonia, la dernière des 12 cités étrusques. On ne sait presque rien de cette cité, qui a pourtant dû jouer un rôle majeur vu son étendue. Aujourd'hui, on est à même de reconstruire Vetulonia sur la base des vestiges exhumés par Isidoro. Il a exhumé des ruines de maisons le long d'une voie pavée. Ces maisons s'ouvraient sur la rue. Elles étaient dotées d'un atrium et d'un toit en tuiles. Les Romains reprendront plus tard cette architecture à leur compte. L'aménagement intérieur était très soigné, comme l'ont montré les tombes de la grande nécropole. Et les habitants n'avaient même pas à sortir de chez eux pour puiser de l'eau. Pour la première fois depuis l'Antiquité, le nom de Vetulonia va remplacer sur la carte celui de Colonna di Buriano. Le petit archéologue autodidacte est parvenu à s'imposer. Aujourd'hui, plus rien ou presque ne rappelle le glorieux passé étrusque. Il reste le nom. Il reste aussi le grand mur qui a mis Isidoro Falchi sur la bonne piste. Mais le découvreur de Vetulonia n'avait pas toujours de bonnes intuitions. Quand Isidoro Falchi a découvert ce mur monumental à la fin du XIXe siècle, il était certain qu'il s'agissait d'un rempart. La plupart des archéologues d'aujourd'hui, et j'en fais partie, pensons que c'était vraisemblablement les fondations d'un grand temple dans la cité. Le mur ne fait en effet que 30 mètres de long, ce qui est peu pour un rempart. On a découvert en revanche d'autres fondations de temples étrusques faisant exactement la même taille. Cela conforte l'hypothèse de Simona Raffanelli. Ce qu'Isidoro Falchi a pris pour les remparts de Vetulonia étaient en fait les fondations d'un temple. Mètre après mètre, Simona Raffanelli élargit la zone de fouille de Vetulonia. Elle a repris là où Isidoro Falchi avait arrêté à sa mort en 1914.
et elle pourrait bien être amenée à écrire la fin de l'histoire de la cité. La découverte récente de pièces de monnaie étrusques et romaines dans la même couche géologique suggère en effet une fin bien différente de celle retenue jusqu'à présent par les historiens. La découverte simultanée de pièces romaines et étrusques est très importante. Elle nous enseigne qu'au cours du dernier siècle de la cité de Vatle, les deux peuples coexistaient en paix. Si l'on s'en tient au récit antique, une guerre a opposé les deux peuples durant 150 ans. Les cités étrusques sont tombées l'une après l'autre. En 264 avant Jésus-Christ, il ne restait plus qu'Orvieto, que les Étrusques nommaient Veltsna. Mais la cité, bâtie au sommet d'un rocher de tuf, disparut à son tour. Qu'est-il advenu du Fanum Voltumnae, le grand sanctuaire des Étrusques situé au pied du rocher? Les Romains connaissaient parfaitement son existence. S'est-on battu ici aussi? En fouillant dans les couches géologiques anciennes, les archéologues ont fait une découverte importante. Les Étrusques n'ont peut-être pas disparu dans les guerres comme les Romains l'ont fait croire. Et c'est cette statuette en bronze qui nous l'apprend. Son âge nous indique que ce ne sont pas les Étrusques qui l'ont offerte aux dieux. Cette statuette votive en bronze est importante parce qu'elle date d'après la conquête de Veltsna par les Romains. Cela prouve que les Romains ont continué à se servir du temple et à y faire des offrandes. Cela signifie qu'ils voulaient garder ce sanctuaire vivant et donc qu'il était important pour eux. Les Romains ont déplacé la population étrusque d'Orvieto. Alors pourquoi ont-ils continué à faire vivre le grand temple? Par respect pour un peuple qui leur était supérieur dans tous les domaines autres que militaires? Ou peut-être craignait-il de déranger le dieu Voltumna? Les Étrusques avaient la réputation d'entretenir des relations privilégiées avec leurs dieux. Ils auraient notamment prédit leur propre fin avec justesse. D'après une prophétie, la civilisation étrusque devait en effet fleurir 10 siècles, puis sombrer dans l'oubli. « 10 siècles étrusques correspondent à un peu moins de 1000 ans pour nous. Pour en tenir compte, on plantait un clou dans un mur du temple d'Orvieto à chaque nouvelle année. Ce mythe est représenté sur un miroir étrusque en bronze. À demi nue, la déesse ailée Nortia tient un marteau dans une main et un clou dans l'autre. La prophétie s'est révélée étonnamment juste. Le 10e siècle étrusque s'est achevé au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et on ne trouve effectivement plus aucune inscription en langue étrusque après cette date. Voilà donc un peuple qui préférait les plaisirs de la vie à la guerre et aux conquêtes militaires, et qui s'est retiré sans un bruit lorsqu'il a jugé que son heure était venue. Dans le tumulte des conquêtes militaires du jeune Empire romain,
sa disparition est passée quasiment inaperçue. Ces cités ont été recouvertes par des édifices romains, puis chrétiens. Mais pour qui se donne la peine de le rechercher, leur esprit demeure bien vivant en Toscane. Malgré ses découvertes, Isidoro Falchi ne fut jamais totalement accepté par ses pairs. Il a écrit à son fils dans son testament: « À toi de continuer les fouilles de Vetulonia. Mais un conseil, étudie le latin, le grec et l'histoire antique. Mais pas la médecine. Sinon, personne ne t'écoutera et tu ne seras jamais considéré comme un archéologue. »